Vous êtes revenus? C'est fantastique. Bienvenue dans Drop the Pitch, épisode 3, partie 2. Je suis avec Nicolas, Clarisse et Chloé, 3 thésards qui nous partagent leur expérience de chercheurs en architecture. Dans la première partie, qui correspond à l'épisode précédent sur votre application, on s'intéressait aux motivations et aux démarches pour se lancer dans une thèse. Dans cette seconde partie, on va voyager autour du monde pour découvrir vos travaux respectifs. Qui se lance ? Je veux bien commencer, à mon avis ce sera le moins long. Succinctement, moi je m'intéresse à la ville sous un angle un peu différent, on va dire, une sorte d'appréhension un peu différente de la ville comme écosystème urbain, et donc c'est-à-dire une ville comme un milieu de vie, dans lesquels il y a différentes populations végétales, animales, de micro-organismes, etc., qui interagissent et qui interagissent également avec un milieu non vivant. Et donc tout ça fonctionne ensemble et leurs relations sont extrêmement complexes. Et en fait, de base, c'est une sorte d'entrée dans une modestie où on comprend pas vraiment tout ce qui se passe, quoi. Et donc la ville, c'est une entité étrange qui évolue et qui a des effets, qui a ses causes, et on essaye de comprendre qu'est-ce qui entraîne quoi dans cette organisation complexe, quoi. Et donc en fait, en quoi c'est relié à l'architecture, c'est que cette approche-là, il me semble, peut nous apporter des billes pour nous les architectes, pour essayer de répondre à des projets urbains ou à des projets architecturaux en prenant en compte une plus grande complexité liée au vivant et au non-vivant, d'essayer de rendre notre ville plus habitable pour les différentes populations animales et végétales, animales compris humains évidemment. Et donc en fait cette appréhension-là, la ville, pour moi, en tout cas dans ma thèse, c'est un ensemble de flux de circulation, d'eau, de nourriture, d'argent, de voitures qui viennent, qui repartent de la ville, qui la transforment, qui la produisent continuellement. Et donc voilà, ça c'est vraiment le cadre général d'appréhension de ma thèse. Et donc je m'intéresse en particulier à Königshofen et j'essaye de m'intéresser aux liens. Donc on appelle ça le métabolisme, en fait, ces flux de circulation qui forment un ensemble territorial, donc le métabolisme de ce territoire. Et donc mon travail, en tout cas la façon dont je l'appréhende pour l'instant, c'est d'essayer de considérer les liens, d'analyser les liens qu'ils peuvent avoir entre le métabolisme d'un territoire donné, en l'occurrence Königshofen à Strasbourg, et la spatialisation, en tout cas la morphologie de ce quartier, quoi. Et donc d'essayer de comprendre peuvent être le lien entre l'utilisation d'un lieu, la consommation des ressources qu'on fait dans ce lieu-là et la morphologie urbaine de ce lieu. Est-ce que, par exemple, dans un quartier issu du mouvement moderne, on consomme, on travaille, on se déplace de la même façon que dans un quartier qui est issu d'une typologie de faubourg, par exemple, qui date de 2 siècles avant, ou dans un espace urbain centré sur l'industrie, est-ce qu'on va consommer de la même façon? Est-ce que les interactions entre les différentes formes de vie seront les mêmes? Comment elles vont se faire, etc., etc. Et voilà, rapidement, je m'intéresse à cette perspective-là de la ville. Donc tu vas à la rencontre des habitants du quartier ? Alors pas encore, je prépare mon terrain. Donc pour l'instant, j'ai passé la première année à affiner à la fois ma méthodo et mon état de l'art. Donc sachant qu'il y avait une partie centrée sur l'écologie urbaine à proprement parler et le métabolisme urbain, et une autre partie plus centrée sur l'approche de l'espace par la typologie urbaine. Donc ça fait partie de ma méthode d'approche du métabolisme, et donc j'ai vraiment 2 grandes parties, on va dire l'écologie urbaine, métabolisme, et les typologies territoriales urbaines fonctionnelles. Et donc à partir de là, je développe une méthode d'approche de mon terrain, et je vais bientôt, je devais commencer le terrain
Enfin, j'ai à peine commencé, on va dire, la semaine dernière, et là, c'est un peu plus compliqué du fait du contexte. Après, moi, je peux y aller régulièrement, mais disons, les acteurs sont pas forcément disponibles, beaucoup de choses sont fermées, etc., etc. Donc, même si c'est à côté, c'est pas forcément évident. Oui, timing est pas incroyable pour toi. Non, mais bon, j'ai sûrement un peu plus de chance pour ça que Chloé, qui peut même pas bouger et qui a dû rentrer de son terrain. Elle pourra nous en parler tout à l'heure. On peut enchaîner là-dessus. Eh ben, enchaînons. Du coup, moi, la recherche au quotidien, la première année, les 2 premières années ont vraiment été dédiées à l'état de l'art, c'est-à-dire essayer d'en apprendre le plus possible sur tout ce qui a été fait, aussi bien dans le domaine de l'ethnographie inuite, anthropologie de l'espace, essayer Oui, l'ethnographie, est-ce que tu pourrais définir ethnographie? Oui. Alors, ethnographie, ethnologie et anthropologie, en fait, c'est 3 étapes de la recherche. Ethnographie, c'est vraiment quand on est sur le terrain avec notre carnet à la main. Ethnologie, c'est une fois qu'on rentre, qu'on fait l'analyse, mais sur un temps et un espace donné. Donc moi, c'est les Inuits du Nunavik en 2020, enfin 21e siècle, on va dire, pas seulement 2020. Et anthropologie, là, on élargit beaucoup plus la focale, et c'est par exemple les questions d'habiter qui traversent toute l'humanité, de la préhistoire à le futur. Il y a aussi de l'anthropologie du futur, et partout dans le monde. Voilà. Donc du coup, il a fallu que j'aille voir l'anthropologie de l'espace. Donc qu'est-ce qui se fait concernant les questions d'habiter partout dans le monde, que j'aille voir donc ethnologie des Inuits, savoir un peu, par exemple, on est dans un contexte de colonisation, donc tout ce qui est histoire ou politique, ou tout ce qui concerne la culture inuite, tout ce qui concerne vraiment le plus large possible, et au-delà aussi du champ de l'ethno. Il a fallu que je m'intéresse par exemple à la littérature orale inuite. J'apprends la langue aussi. Du coup, tout ça pour arriver sur le terrain en ayant le plus de connaissances possible, mais ne pas avoir trop d'idées préconçues. C'est un peu compliqué, mais histoire d'arriver et de pas trop débarquer, quoi. Et ensuite de ça, donc au Canada, pour faire de la recherche avec les autochtones, il faut passer par tout un processus d'un comité d'éthique qui doit valider notre recherche, et donc dire ok, ta méthode est éthique, ok, tu fais pas de mal aux personnes avec qui tu travailles. Donc ça prend encore pas mal de temps. Ça a pris plusieurs mois. Et ensuite de ça, j'ai enfin pu partir sur le terrain. Et donc j'avais beau m'être bien préparée, évidemment, j'ai été plus que surprise par tout le temps, à chaque instant. Et j'ai l'impression d'être un enfant en permanence, en fait. Et surtout que les Inuits ont une façon de fonctionner très par la relation et tout de suite. Mais par contre, ils ont une relation au temps très différente à la nôtre. Donc par exemple, quand j'envoyais des mails, je recevais aucune réponse, jamais. Et ma directrice a fini par me dire va sur le terrain et présente-toi. Et moi, ce que je voulais faire, c'était travailler dans la maison de la famille, être bénévole, et puis pouvoir faire de la recherche, de l'observation participante. Donc c'est-à-dire participer tout en regardant ce qui se passe, en fait. Et du coup, pas de nouvelles. Donc ma directrice me dit vas-y et présente-toi, tu verras bien. Et du coup, le jour où je suis arrivée sur place et puis que j'ai frappé à la porte, en fait, je me suis souvenu que ah oui, c'est vrai, là-bas on frappe pas à la porte, on rentre. Et puis et en fait, j'ai été super bien accueillie. Elle m'a dit, les filles qui bossaient là-bas m'ont dit bénévole. Ok, on n'a jamais eu de bénévole, mais ouais, viens. Donc globalement, j'ai fait la vaisselle pendant la première fois que j'y suis allée, c'était pendant 1 mois. Et puis l'idée, c'était aussi de prendre des notes, sauf que quand on est sur place, prendre des notes il y a un tel qui s'assoit à la table. Ça peut paraître très bizarre. Donc en fait, moi, ma stratégie, c'était de prendre des notes sous forme de croquis.
Donc je faisais plein de dessins en fait, de la vie quotidienne. Et puis c'était aussi l'occasion de discuter avec les gens. En fait, chez les Inuits, poser des questions, c'est vraiment mal poli. Donc par exemple pour faire des entretiens, ce qui est normalement une méthode aussi habituelle, c'est un peu compliqué parce que c'est mal poli de poser des questions. Donc au moins le dessin, ça permettait de déclencher des conversations aussi. Voilà. Et donc j'ai réussi à faire quelques entretiens parce qu'en fait malgré tout les personnes avec qui je travaillais sont habituées aux blancs qui viennent et qui posent plein de questions. Donc ils étaient d'accord. Donc ça s'est bien passé. Et puis après je suis rentrée en France, je suis repartie encore à nouveau. Et puis donc là, ce que racontait Nicolas, c'est que j'y étais en février dernier et pandémie qui commence à augmenter. Et du coup, à un moment, j'ai pris la décision de rentrer plus tôt que prévu. Et là, j'aurais dû y retourner encore pendant plusieurs mois cet été et un peu à l'automne. Mais bon, du coup, je suis coincée en France. Mais j'ai un peu revu mon plan de bataille. Donc en fait, concrètement, ce que je fais concernant ma recherche, c'est que je reprends tous mes croquis et je les annote, je les analyse, mon journal de terrain aussi, parce que tous les soirs, quand je rentrais donc dans la famille chez qui je logeais, je prenais du temps pour écrire ce qui s'était passé toute la journée. Vraiment décrire les moindres interactions, tout en détail. Donc ça prend du temps. Mais après, c'est du matériau très riche à analyser. J'ai fait aussi des plans habités. Donc ils étaient très moches dans mon carnet. En fait, les plans habités, c'est un relevé tout simplement, mais pas seulement des murs, mais aussi le mobilier, les objets et aussi tout ce qui est significatif. Donc, par exemple, j'ai un relevé habité qui concerne uniquement la décoration au mur et j'ai pu voir qu'il y a différentes catégories. Il y a les photos de la vie quotidienne de la maison de la famille, il y a tout ce qui concerne la religion et il y a les règlements. Voilà, donc du coup, c'est des plans où je commence déjà un peu à les étiqueter, analyser, voilà. Et je fais de la retranscription d'entretien et ça, c'est extrêmement long à faire. Je vois Clarisse faire oui de la tête. En fait, quand je fais de la retranscription, comme en plus c'est des entretiens en anglais, je saurais pas dire combien de temps ça me prend. Mais vraiment, c'est très 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 long à faire. Mais c'est très riche en fait ces entretiens. Voilà. Et puis du coup, j'ai commencé finalement à rentrer dans l'analyse de mes matériaux. Plutôt que de faire d'abord étape 1, étape 2, terrain, étape 3, analyse, étape 4, rédaction. En fait, finalement, je rentre déjà dans l'analyse, puis la prochaine fois que je partirai sur le terrain, j'aurai des nouvelles questions, des questions plus précises. Et voilà. Donc, pandémie, mais je m'adapte. Voilà. Et ta thèse, elle peut s'étaler sur autant d'années que tu veux? Ou il y a une limite Alors en fait, spécialement, ouais. Théoriquement non, je vais le faire quand même. Voilà. C'est toujours une question de financement. Donc là, par exemple, j'avais un contrat doctoral qui a fini au bout de 3 ans et actuellement, je touche le chômage. Donc tant que j'ai de l'argent via le chômage, ça va, mais ça va s'arrêter à un moment donné. J'ai de l'argent, donc je disais des bourses québécoises, donc ça je peux toujours financer le fait d'aller sur le terrain, ça va. Et en sciences sociales, la moyenne d'une thèse c'est 6 ans. Mais là, l'administration fait en sorte que ce soit de plus en plus compliqué de se réinscrire. Déjà, au-delà de la 3e année, faut vraiment justifier. Et à partir de la 6-7e année, ça devient très compliqué. Mais moi, ce sera ça. Et puis, tant pis. Un problème à la fois. Et finalement, Clarisse. Ouais, du coup, c'est moi qui termine. Le meilleur pour la fin, j'espère. Évidemment, bien sûr. Non, comme Chloé, moi là, je commence ma 5e année et pareil, je peux pas retourner sur mon terrain, non seulement parce qu'on est confiné en France, mais qu'Israël également est confiné.
Et donc, du coup, alors, ma thèse. Donc, ma thèse, sur quoi je travaille? Alors, le titre, comme tu l'as dit, bon, c'est un titre qui existe toujours, mais qui, je sais, ne sera pas exactement le titre définitif parce que pour trop de raisons, il ne me convient pas. Donc, je travaille effectivement donc l'architecture comme instrument de guerre et son utilisation stratégique et militaire à Jérusalem-Est, précisément, dans le cadre du Grand Jérusalem et dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Donc, plus précisément, je travaille en fait sur les relations entre architecture et politique, et notamment sur la façon dont l'architecture participe au sein d'un système de contrôle, de conquête et de surveillance du territoire à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Donc, mes objets d'étude, c'est principalement en fait ce qu'on appelle donc les implantations israéliennes ou les colonies. Bon, la sémantique sur ce sujet est extrêmement sensible. Le moindre terme est analysé, scruté, etc. Si je dis colonie, je ne suis pas très neutre. Si je dis implantation, en même temps, ça ne décrit pas tout à fait le réel. Enfin bref. C'est compliqué. Je ne vais pas résumer le conflit israélo-palestinien là en 10 minutes parce qu'on en a. Est-ce que tu as une solution? Non. Alors non, ma thèse n'a pas de solution. Ma thèse n'apporte pas de solution. Ce n'est pas. Non. Ah bah non, s'il suffisait d'une thèse pour résoudre un conflit pareil, ce serait déjà résolu, voyons. Non, je n'ai absolument pas cette ambition ni cette vocation du tout. Voilà, j'essaie juste d'éclairer ces rapports-là. Donc, je travaille sur notamment deux implantations, dont une qui se trouve, donc c'est un quartier de Jérusalem-Est qui s'appelle Ramoth, qui est un peu au nord de Jérusalem-Ouest. Bon, ça va rien vous dire si j'ai pas de carte, etc. Enfin, c'est pas grave. Et une autre qui s'appelle Ma'ale Adumim et qui est une ville, pour le coup, qui se trouve en Cisjordanie. Ça a des statuts différents parce que l'une est incluse dans la capitale, donc dans Jérusalem, alors que l'autre est une ville autonome, mais qui est très très proche de Jérusalem. C'est une banlieue de Jérusalem. Mais ça implique des juridictions différentes, des systèmes différents, etc. Et au début de ma thèse, je m'intéressais particulièrement aux relations entre donc, ces objets-là, donc, qui sont des quartiers et des villes, et également donc, tous les systèmes, tous les dispositifs urbains qui les accompagnaient, à savoir donc, les systèmes d'infrastructure routière, le mur de séparation qui se trouve à l'extérieur oriental de la ville, les checkpoints, etc. Notamment parce que j'avais fait mon sujet de diplôme sur le mur de séparation. Donc je connaissais déjà bien mon état de l'art sur ce sujet-là. Et plus ça a été, et moins je me suis intéressée. Enfin, disons que cette partie-là, bien sûr, m'intéresse toujours et elle constitue toujours une partie de ma thèse. Donc, un peu comme Chloé, j'ai commencé ma première année par de l'état de l'art, beaucoup, de la bibliographie, de la cartographie, puisque l'une des ambitions de ma thèse, c'est de fournir un ensemble conséquent de cartes qui soient pertinentes, justes et qui surtout n'existent pas. Enfin, elles existent, mais elles ne sont pas disponibles, on va dire. Et donc, à la fois aussi de la méthodologie et de la préparation pour du terrain. Moi, j'ai fait mon premier terrain au tout début de ma deuxième année. Ça a duré 1 mois. Et en fait, je considère rétrospectivement que c'est pas mon premier terrain parce que j'étais déjà partie une fois à Jérusalem dans le cadre de mon projet de master. Et donc, j'étais partie 1 semaine là-bas. Donc, pas du tout dans une ambition scientifique, rien du tout, rien à voir. Mais j'étais partie là-bas en connaissant rien de rien. Donc vraiment, je suis allée la fleur au fusil avec mon groupe de projet en ayant lu 3 livres sur le sujet à peine, 2 articles, une BD. Enfin bref, tout le monde a lu Guy Delisle, Chronique de Jérusalem. Ce qui est très bien, hein, ce qui donne une vision un peu de comment ça se passe la vie quotidienne sur place, mais c'est quand même relativement superficiel pour qui s'intéresse au sujet. Et mine de rien, rétrospectivement, je considère que c'est quand même ma première expérience et que je connaissais rien du tout à cette ville. Et donc, j'y suis retournée. J'avais déjà quand même un bagage un peu plus important. J'avais 3 ans de lecture derrière moi, etc. Et malgré tout, ouais, quand même des surprises, des nouvelles pistes. C'est pas que mon sujet a dévié beaucoup depuis le début. Sincèrement, j'ai toujours la même problématique. Je suis toujours à peu près dans le même axe. Mais par contre, il y a beaucoup d'enjeux qui se sont rajoutés. Il y a beaucoup de choses qui sont venues se greffer et des choses qui ont pris plus d'importance que ce que je pensais au début.
et qui ont pris du coup plus d'ampleur. Donc oui, effectivement, sur place, en plus moi j'y suis allée, je connaissais, enfin un peu comme Chloé je pense, mais je connaissais personne. J'avais un contact sur place qui m'a ensuite ouvert plusieurs autres contacts. J'étais pas encadrée par une université, enfin bref, c'était vraiment Indiana Jones quoi. Et comme Chloé, pareil, j'apprends l'hébreu aussi. Et puis ma première année, et ça a été aussi d'apprendre. Dans mon état de l'art, il y avait aussi, enfin, une grosse première partie de mon temps, ça aussi de tout comprendre du conflit israélo-palestinien. Forcément, quand on s'intéresse à Jérusalem, je n'ai pas lu que des textes en architecture, en fait, très loin de là. Mon corpus est constitué de textes en histoire, de textes en sociologie, de textes en sciences politiques, un petit peu de théologie aussi, de comprendre la religion juive. D'autant plus que justement l'un des quartiers que j'étudie, Ramoth, c'est un quartier qui est peuplé d'ultra-orthodoxes, de juifs ultra-orthodoxes. Donc ça implique là aussi genre découverte totale le jour J quand j'arrive d'être confrontée à cette communauté-là qui est très méfiante, qui est très fermée. En plus, la première fois que j'y suis allée, j'étais en rouge. Enfin bref, vraiment, il n'y avait rien qui allait, quoi. J'y suis allée en rouge avec les épaules dénudées. Enfin, j'étais mais survoyante. Donc, j'ai pris soin de ne plus jamais faire cette erreur et d'y aller en noir, avec les bras, les épaules, la poitrine couverte, en pantalon, le plus discrète possible, pas parler trop fort, etc. Enfin, c'est tout un monde dans lequel il ne faut pas prétendre en faire partie, parce que clairement, non seulement je ne suis pas juive, mais je ne connais qu'une partie des codes, je ne connais qu'une partie de ce monde-là, de façon, mine de rien, assez superficielle. Mais voilà, d'essayer de s'y fondre pour se faire le plus discrète possible, quoi. Faut ne pas se faire remarquer, parce que là encore, l'un de mes objectifs sur le terrain, dans ma méthodologie, c'était de faire des relevés de façade, donc des photographies de bâtiments. Donc ça, c'était une première étape. Mais je voulais aussi faire des relevés d'appartements, des relevés habités, pour le coup, sans le mobilier, ça m'intéresse moins, mais vraiment de l'aménagement des pièces les unes par rapport aux autres, et ensuite par rapport à leur environnement urbain, et ensuite dans leur environnement territorial. Donc en plus, je travaille sur plusieurs échelles. Je travaille à la fois sur l'échelle du territoire, sur l'échelle urbaine et sur l'échelle architecturale. Donc, de jongler entre les unes et les autres. Et voilà, donc pour faire ces relevés d'appartements, il a fallu demander à des gens, leur poser la question, se retrouver avec des murs, d'autres personnes qui parlent ni anglais ni hébreu, qui parlent russe, donc beaucoup plus compliqué. Donc on abandonne, hein, etc. Des entretiens que j'ai voulu faire, j'ai jamais eu de réponse. Et oui, après, donc depuis ce que je fais, enfin, je continue de lire, hein, mais mon état de l'art n'est pas terminé, même si en fait plus ça va et plus ce que je lis, ça devient de plus en plus pointu. C'est sur des questions vraiment précises sur lesquelles j'ai vraiment besoin de nouvelles connaissances, parce qu'en fait j'ai quasiment déjà tout ce que je dois savoir. Voilà, de façon plus globale, d'analyser encore mes matériaux de terrain, parce que j'ai fait un deuxième terrain, du coup c'était il y a 2 ans, de 3 mois. Là pour le coup je suis restée beaucoup plus longtemps, où j'ai eu le temps beaucoup plus d'affiner mes stratégies de recherche, d'amasser beaucoup plus de choses, des archives aussi, et puis de s'adapter effectivement à la vie sur place, à un calendrier qui est différent, enfin un calendrier juif, bref, ça c'est encore autre chose, c'est vraiment du terrain pur. Mais donc depuis, effectivement, j'ai même pas fini d'analyser tous mes matériaux. Enfin, j'ai l'impression par moment que j'ai à peine commencé, quoi. Alors qu'en vrai, je suis dans ma dernière année, normalement, théoriquement, de thèse, que mon plan est quasiment terminé. En fait, oui, j'ai en partie analysé mon travail. J'ai pas été aussi rigoureuse que Chloé à avoir un carnet de terrain où j'ai noté tous les soirs absolument tout ce qui s'était passé. Par contre, oui, j'avais toujours des carnets de notes sur moi où tu notes tout ce qui te semble pertinent, tout ce qui te semble intéressant, des croquis, des dessins, des détails parfois, genre « oh, le portail, il est jaune », enfin, ce genre de choses. Et après, oui, il faut tout reprendre, il faut tout retranscrire les entretiens, mine de rien, même si je n'en ai pas fait du tout autant que je souhaitais, et c'est super long. J'ai un entretien, un de mes plus longs entretiens, que j'ai mis le plus de temps à retranscrire. C'était pas forcément le plus long en termes de temps, il durait seulement 1 heure,
mais il était super dense, tout en anglais, et j'ai mis mais peut-être un mois, je crois, à le retranscrire en entier. Enfin, pas en y passant tout mon temps, parce qu'en fait, tu peux pas. Enfin, c'est pas comme si tu faisais, genre, à chaque fois une tâche et que tu pouvais faire que ça pendant des plombes, parce que faire que de la retranscription d'entretien pendant des heures, mais ça rend fou, en fait. Ça rend cinglé. Enfin, tu en fais 1 heure ou 2, c'est déjà très bien par jour. Mais ça, du coup, tu as retranscrit 10 minutes, quoi. Donc, même pas. Enfin, sur l'entretien en anglais, comme c'est encore plus long, enfin, tu as retranscrit 3 minutes. Donc, tout est comme ça. Mais voilà, du coup, ben là, c'est vrai que moi, je suis un peu dans la dernière ligne droite où je fais tout en même temps, quoi. Mes dernières lectures et en même temps, je dois terminer, enfin, je dois m'occuper de mes archives, je dois terminer mes retranscriptions d'entretien, je commence à écrire, enfin, oui, j'ai pas commencé à écrire comme depuis ma première année. Mais bon, ça, c'est vraiment chacun sa stratégie d'écriture, on va dire. Mais, euh, mais voilà, je sais pas si j'ai été claire, j'ai l'impression de m'être beaucoup dispersée. Après, il y a aussi un sujet que t'as pas du tout abordé et qui est quand même assez spécifique à ton terrain à toi, c'est les questions de sécurité. Ah oui, c'est vrai, exact. J'en ai pas du tout parlé, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça, c'est très spécial, c'est très spécifique à mon terrain. Oui, pour le coup, oui, c'est un terrain en conflit, donc c'est bon. Je vous rassure, hein, c'est pas le Yémen, c'est pas l'Arabie, enfin genre c'est pas la Syrie. On ne risque pas de se prendre une bombe à tous les coins de rue. Ce n'est absolument pas le cas. Mais ça reste un terrain qui est tendu. Ça se sent dans l'atmosphère quand même de Jérusalem. C'est pas marrant tous les jours, c'est un peu lourd. Du coup, ça demande ben, souvent de mentir, de mentir à des militaires, de mentir à des policiers, enfin, de devoir passer des checkpoints régulièrement, de devoir rester très stoïque et de devoir. Enfin, il y a toutes ces questions-là qui se préparent aussi. De sauvegarder tes données aussi. Ouais, ah oui. Oh, ah oui, mon Dieu, oui. Bah, tu fais une sauvegarde avant de partir, et encore, quand je dis une sauvegarde, tu en fais 3. Et ensuite, quand tu es sur place avant de repartir, et ben, moi, j'ai envoyé à 4 personnes différentes toutes mes données, quoi. Parce que le truc, c'est que ben, l'aéroport, le retour à l'aéroport à Tel Aviv, il est drastique. Il faut y aller avec 3 heures d'avance, et c'est pas une blague. Et parce que tu peux te retrouver pendant 1 heure d'interrogatoire, et si ta tête leur revient pas, ils peuvent te prendre ton ordinateur, t'écraser l'intégralité de tes données et te le renvoyer 2 mois plus tard. Donc, et tu peux perdre l'intégralité de tes données. Donc, et à chaque fois, ce souci-là, cette inquiétude quasi permanente à avoir sur place de sauvegarder ces données, comment les conserver, où les conserver, comment les envoyer. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui entre en jeu et donc dont il faudra avoir là disons que ça fait un peu plus de temps, donc c'est un peu moins frais dans mes souvenirs, mais il y a vraiment ce côté de vigilance quasi permanente, en fait, de tension quasi permanente mais en même temps c'est beaucoup d'aventure. Mais il y a des moments juste parce que tu t'es gouré de bus, il t'arrive des trucs, quoi. Enfin, il y a des choses comme ça où tu remarques des choses, si tu n'avais pas été à tel endroit, si tu n'avais pas tenté tel truc, tu les aurais jamais remarquées, enfin, ou tu les aurais pas vues, ou tu les aurais pas comprises. Parfois, c'est pas forcément par les voies, disons, les plus évidentes que viennent parfois les petits détails qui peuvent dire beaucoup. Et ouais, c'est vrai que la question de la sécurité, c'est vrai que c'est important parce que ben il faut, enfin oui, tu peux pas y aller comme ça, tu peux pas te rendre à Jérusalem et essayer d'aller dans une colonie comme ça. La bouche en cœur, en fait, parce que tu risques de mourir. Donc, ce serait ballot. Tu peux par tes propres moyens, genre à pied, c'est vraiment la pire idée, quoi. Je sais que j'avais rencontré quelqu'un qui avait voulu faire ça, et je m'étais dit, mais pourquoi? Mais mon Dieu, mais pourquoi? Mais t'as juste de la chance d'être encore vivant, quoi. Parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle autour des colonies, ce qu'on appelle une killing zone. C'est un périmètre de 400 mètres autour de la colonie où tu as le droit, les personnes qui, si elles voient un intrus, ont le droit de tirer et de tuer. Donc, tu y vas par les transports en commun. Donc, il faut te renseigner sur les transports en commun. Tu y vas soit avec une voiture personnelle, mais tu as un checkpoint qui va te contrôler. Donc, là, il faut avoir du sang-froid et il faut dire pourquoi tu y vas et mentir. Soit tu y vas avec les transports en commun. Ce qui est finalement une belle façon de se déplacer. Hein. Oui, la France, c'est calme finalement. Ouais, ça va. Hein. Facile que Nixophone. Franchement, Complètement. il y a juste un confinement, quoi, ça va. Moi, je peux plus y retourner sur mon terrain, il va falloir que je fasse 100, quoi. J'ai pas le choix. C'est clair.
Non, mais à vous écouter, enfin surtout toi, là on se croirait dans le bureau des légendes. Ah non, mais il y a des gens parfois qui me disent, mais du coup, le Mossad, je suis genre, non, non, arrêtez d'imaginer ça. Non, je suis pas reporter de guerre, je fais pas de l'investigation. Enfin, en vrai, ça a l'air comme ça très palpitant. C'est plus plan-plan que ça en a l'air. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, parce que sinon ce serait insupportable. Ouais, merci beaucoup. Ça fait beaucoup d'infos à digérer pour moi, mais mais c'est super intéressant. Alors pour changer un petit peu de sujet, je vous propose maintenant de parler un petit peu du métier d'architecte et de ses études dans la partie 3 de cet épisode qui devrait se lancer tout de suite pour les auditeurs.